Bienvenue pour la reprise des hostilités sur la voiture la plus inspirante en matière de jeu de mots subtils. Je l'avais essayé au Japon et on avait bricolé l'indispensable en prévision de son long périple à travers les océans et les mers. Une fois arrivé, je m'étais attaqué au plus urgent pour éviter de se retrouver avec un pot de fleurs, distribution, embrayage et immatriculation. Temporaire, certes. On va donc reprendre là où on s'était arrêté après les premiers essais routiers. Actuellement, en immatriculation temporaire, j'avais besoin d'un contrôle technique pour obtenir la carte grise collection. Et pour ça, il faut un anti-brouillard arrière, absent d'origine. J'avais déjà prévu le coup en commandant celui de la limousine que vous avez déjà vu. Le but, c'est qu'il s'intègre aussi discrètement que possible, et je pense avoir trouvé l'emplacement parfait pour ça. Comme on dit, on fait pas d'enfant sans décapoter la bite, alors va falloir sacrifier un petit bout de pare-choc pour dégager l'emplacement. C'est libre, c'est très bien, mais tellement libre qu'il n'y a aucun plastique dans lequel on peut visser. On va corriger ça avec de la colle époxy. Je profite d'avoir l'emballage sous la main pour vérifier combien d'ampères il va tirer. 0,2 ampères. Ça va permettre de l'utiliser sans relais. C'est magnifique, la voiture est en train de se rembourser toute seule en outillage. Une clé de 12. Et celle-là, comment je vais la voir ? Passer en dessous. Bien réussir à l'avoir d'une manière ou d'une autre. Ça m'a bien pris 10 minutes, mais j'ai réussi à la récupérer. J'ai aussi besoin de dégager l'accès côté habitacle, alors le siège passager va prendre un peu l'air. Là, je cherche un passage vers le compartiment moteur. Bon, suffit de suivre le faisceau. Ça tombe bien, il y a un trou sans rien d'ailleurs, donc je rajoute un bouchon que je vais percer ensuite, juste pour le passage du câblage de l'antibrouillard. Et voilà le cheminement. On suit le gros du faisceau électrique pour ensuite trouver des gaines d'origine auxquelles j'ai attaché des grilsans. Et ça jusqu'à l'emplacement du pare-choc. Pour le commander, ça tombe bien, il y avait un interrupteur prévu pour les anti-brouillards avant. Et comme elle en a pas, je me suis branché dessus. J'ai profité d'avoir accès à tout ça pour ajouter un autre interrupteur qui permet de déclencher le mode diagnostic sans avoir à passer par la trappe du compartiment moteur. C'est quand même beaucoup plus pratique comme ça. Voilà, on n'ira pas plus loin concernant les considérations légales. Vu qu'on a bien bûché sur la mécanique pendant l'épisode 1, on va essayer de rajeunir la voiture esthétiquement. Elle en a besoin. Comme on va avoir besoin de la surélever pour bosser confortablement, autant en profiter pour se débarrasser directement de deux choses. Les vieux pneus secs et usés, et l'aspect misérable de ces jantes dont le style est pas vraiment à mon goût déjà. Bon, comme c'est pas exactement des jantes Astro Product, qui serait l'équivalent de Noroto au Japon en quelque sorte, on va leur donner une seconde chance à ces NK qui reste un classique pour les voitures japonaises. Et pareillement, je vais aussi conserver ces valves démontables qui sont quasiment immortelles. Maintenant, j'ai une méthode bien rodée pour refaire des jantes sans avoir le matériel pour les sabler. La vieille équilibreuse Facom fait un super tour pour décaper les rebords. Mais ça marche aussi pour l'intérieur de la jante où la peinture est vraiment naze. J'ai pas besoin de vous indiquer laquelle a eu droit au traitement. Évidemment, en prévision de la peinture, tout le reste est aussi poncé, mais plus délicatement. Je
vais tenter un arrangement à l'amiable pour mieux accepter ces jantes et ça passe par un choix contre-intuitif. Les rendre encore plus voyantes puisqu'on va abandonner la teinte gris-argent pour un blanc pétant qui devrait bien s'accorder avec le jaune de la carrosserie. Il me restait un peu d'après que m'avait fourni Colliris pour un des précédents projets, c'est ce que je pulvérise ici. Après, je passe un coup de bombe blanche toute simple et on peut finir par un vernis de qualité, c'est ce qui compte le plus. Là c'est terminé, au bout de 2-3 jours de séchage, je peux monter les pneus neufs dessus et les mettre de côté pour plus tard. Ouais, parce qu'on a un truc plus important dont on doit s'occuper, la rouille qui semble avoir bouffé un bout de tôle au niveau du bas de caisse conducteur. Ça c'était un morceau de mastic qui avait été posé là, à la place de la tôle. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles puisque la tôle qui est en dessous, elle est relativement saine, donc on va se contenter de la protéger et remplacer celle qu'on vient de couper. Pour gagner un peu de temps, je vais utiliser des morceaux destinés à une Polo que m'a filé le garage Renault-Dienne après avoir prélevé le morceau qui les intéressait dessus. Comme ça, j'aurai un peu moins de boulot de formage, même si ça reste assez compliqué à faire. Évidemment, avant de condamner l'accès, je passe une bonne couche d'anti-rouille. J'y retourne le lendemain pour corriger les défauts de soudure, principalement des déformations du fait d'un manque de précaution concernant le refroidissement des tôles. Un laïus qu'on peut traduire par « j'avais la flemme d'aller chercher la soufflette » ou n'importe quoi d'autre pour refroidir. Donc après avoir meulé les soudures et rajouté un petit peu aux endroits où il en manquait, j'ai été chercher le tire-clou pour corriger justement les fameuses déformations. Franchement, ça me plaît pas beaucoup, mais au point où j'en étais, ça m'a vraiment fait chier de tout recommencer. C'est pas une tôle facile à former, ça je l'avais bien fait, mais alors ouais, le travail de soudure et d'ajustement, pas terrible cette fois. C'est pas grave, il y aura un peu plus de mastic que d'habitude, mais ça devrait rester dans le domaine du raisonnable. Commence à ressembler à quelque chose, mais dans tous les cas, pour rendre la réparation indécelable, il va falloir passer un après-garnissant assez costaud. Là, je fais un marquage propre pour repérer là où le panneau est censé s'arrêter, comme d'origine. J'ai partiellement rempli l'interstice avec du mastic, donc je vais reprendre ça avec le disque pneumatique. Et
avant de peindre, c'est bien de penser à reposer le joint d'étanchéité. Au bout de quelques heures et après avoir tout masqué, je pulvérise l'après. Ça donne un premier aperçu du résultat final et ça me semble plutôt bien. Mais pas loin, on a un autre panneau qui tire franchement la tronche. Le capot, on l'avait vu dès la visite au Japon, il est vraiment ignoble. Mais on n'avait pas capté à l'époque qu'il avait une particularité qui explique sans doute pourquoi la peinture était pleine de pustules étranges. Laissez-moi déjà démonter quelques accessoires montés dessus et après une petite séance de ponçage, vous comprendrez de quoi je parle. Si c'est pas encore assez clair, on peut s'approcher un peu et constater par vous-même que oui, c'est un capot en fibre de carbone. On a tenu une réunion de crise avec le chat pour savoir comment aborder correctement ce chantier et devant le silence gêné du félin, j'ai plutôt demandé à Coliris quelques conseils. Conseils que j'appliquerai après avoir réparé quelques dégâts. Une fissure sur un arrondi et 4 trous qui servaient manifestement à verrouiller le capot sur une autre bite. Pour les trous et la fissure, j'ai opté une nouvelle fois pour la colle époxy qui devrait pas trop mal se comporter sur ce support. Pour la suite, on va travailler capot démonté, ça évitera de trop s'embêter avec le masquage de la voiture. Et puis, vu le poids du machin, ce serait vraiment dommage de se priver, et là, tout seul, c'est très facile à faire. J'ai soufflé la peinture qui voulait bien partir sur la face intérieure. Dommage qu'elle ait été peinte, ça aurait été nettement plus esthétique avec la fibre nue, mais malheureusement c'est aussi beaucoup de travail de tout enlever. Premier conseil prodigué par Michael de chez Coliris, appliquer un voile de primaire d'adhérence. Ensuite on charge avec un mastic pulvérisable. Le but c'est vraiment d'isoler tous les matériaux qui ont servi avec la fibre de la peinture qu'on va mettre par-dessus. Après une nuit de séchage, l'indifférence du chat à mon égard me motive à reprendre le travail sur le capot. Il va falloir poncer tout ça. L'aspect est très granuleux et c'est normal. Non seulement on va se débarrasser de cette couche irrégulière, mais on va aussi en profiter pour gommer tous les autres défauts de surface qui pouvaient subsister. Et justement, vous avez sous les yeux tous les trucs qu'on arrive à percevoir à travers les peintures réalisées par des pros qui tentent de faire l'impasse sur l'après-garnissant. Ne pas en pulvériser après avoir réalisé un travail de mastic par exemple, c'est vraiment voué à l'échec. Là où malgré tout il reste quelques porosités, je passe une fine couche de mastic de finition. Ensuite, pour mettre toutes les chances de notre côté, j'applique un guide de ponçage. Ça permettra de révéler les derniers défauts. Maintenant, on peut remettre la voiture au sol avec ses magnifiques jantes blanches. On va passer à l'étape peinture. Évidemment, j'ai poncé l'après au niveau du bas de caisse et j'ai préparé le tout pour faire un raccord qui devrait être discret. Enfin, j'espère. Est-ce que chez vous aussi, dès que vous envisagez de faire de la peinture, le vent se met à souffler ? Ça, j'adore. Merde. Merci Mickaël pour le pistolet. Celui que j'utilisais avait une fâcheuse tendance à avoir la goutte au nez et c'est quand même assez problématique. Donc ça devrait être nettement mieux maintenant. Là j'utilise la même formulation d'origine, à savoir un brillant direct. Pour l'atteindre, j'ai scanné un panneau de la voiture avec un outil que j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement. Bon, ça fait chier, mais on peut relativiser. Moi, au moins, je suis pas mort noyé dans de la peinture solvantée. Elle est là. Mais elle a nagé courageusement, hein, parce qu'il a... Ça fait une belle trace. Mais bon, c'est la signature des peintures réalisées en extérieur. Hein. Il y en a encore d'autres ici, mais c'est pas grand chose quoi à côté, ça s'enlèvera facilement. Et s'il vous plaît, j'aimerais qu'on n'aborde pas le sujet des coulures. J'avais mentionné le poids ridicule du capot carbone, voilà ce que ça donne à la balance. 4,5 kg. Et pour le bas de caisse, j'ai badigeonné du jaune aussi, mais c'est franchement une réussite je trouve. Comme quoi, tout arrive.
Sauf qu'on n'en avait pas fini avec la peinture parce que les montants de pare-brise c'était vraiment pas concevable de les laisser dans cet état. Après avoir démonté tout ce qui pouvait gêner, il a fallu décaper la zone, et j'ai dû y passer une journée complète. Le problème c'est que d'origine c'est pas de la peinture là-bas. Ça aurait été sûrement trop de boulot sur la chaîne de peindre certaines parties d'une autre couleur, donc ils ont opté pour un covering. Covering qui a craquelé et a fondu dans un amalgame de plastique et de colle, un truc impossible à poncer et une vraie chienlit à virer. Donc j'ai dégagé la majeure partie à la spatule et j'ai tenté ensuite de peaufiner à l'acétone. En plus de ça, il y a bien sûr la difficulté du joint de pare-brise. Le but c'est évidemment d'arriver à peindre dessous pour éviter que la couche se barre plus tard. J'ai dû donc trouver une solution pour écarter le joint. Au début j'ai retenté comme pour la limousine de placer du fil électrique, sauf que ça n'allait pas. Donc à la fin en fait je l'ai fait à l'adhésif et ça a pas trop mal marché. Vous imaginez bien que je me suis encore une fois bien marré au niveau du masquage. Mais enfin, c'était prêt, donc allez, un petit coup d'après, et la peinture. Ça a quand même nettement plus de gueule que ce qu'il y avait avant, donc ça valait quand même le coup d'y passer une journée. Maintenant on peut revenir au détail avec la remise en place de la plaque au niveau du seuil côté conducteur, très important. Le remontage du capot qui aura sûrement droit à un poli illustré beaucoup plus tard pour corriger les défauts dus aux divers insectes qui faisaient de la natation dedans. Et un premier test de polish pour vérifier la concordance de teinte avec le pare-choc qui a l'air plutôt bonne. Et justement avant de pouvoir lustrer toute la voiture pour lui redonner toute sa prestance, il y a un truc dont on doit s'occuper sur le coffre. Ah, s'il avait été en meilleur état, je pense que j'aurais fait un effort pour le garder, mais là, on voit quasiment plus rien, donc c'est la fin pour lui. J'espère qu'il va pas être trop pénible à enlever, surtout. Bon, bah, on dirait qu'on va devoir aussi faire un peu de peinture là-dessus. C'est fantastique. J'ai eu beau être délicat là. C'est venu quand même. Bon, de toute façon, il y avait un problème. Au niveau des fissures du sticker, je sais pas comment c'est possible, mais la peinture a bullé. On va quand même essayer d'en tirer le maximum après avoir fait une petite retouche de peinture que je pourrais atténuer par la suite. Allez, je vous laisse un moment pour évaluer par vous-même combien d'années cette séance de soins lui a fait gagner. Maintenant qu'elle fait moins de peine à voir, on va essayer de la préserver un minimum. Merci à la compagnie de la housse qui, en plus de m'avoir fourni la couverture sur mesure pour la limousine, m'a aussi offert 2 versions miniatures pour les 2 K-Cars qui sont miniatures aussi.
Si elle est prête esthétiquement, il reste un truc qui a le don de m'irriter à chaque fois que je m'installe au volant. La jauge de température inopérante. S'agissant d'une Honda, en plus on peut considérer que c'est la plus importante de toutes. Flavien m'a trouvé un compteur complet au Japon et il a dû être séduit par toutes les étiquettes collées dessus. Dommage qu'elles indiquent en fait qu'il est en grande partie en panne. Mais écoute Po, l'indicateur de température lui, fonctionne. En fait c'est le seul truc qui fonctionne. J'imagine que ça, là, c'est pas tout à fait normal. Donc j'ai déposé la nappe de mon compteur et je me suis mis à démonter l'autre compteur, histoire de prélever la sienne et interchanger les pièces. Ouais, sur le compteur de Flavien, il y avait aussi une vis qui se baladait entre la vitre et le compteur, et c'est simplement que le filetage est cassé, donc ça va être compliqué. Mais au moins sur sa nappe, il n'y a pas d'interruption, donc on peut supposer qu'il y a des choses qui vont fonctionner de nouveau, comme certains indicateurs lumineux par exemple qui ne fonctionnaient pas sur le mien, à savoir les indicateurs de clignotant et les pleins phares. Il y a deux autres choses que je voulais arranger sur le mien, le contour décalé de 1000 tours et l'arrêtoir de l'aiguille cassé. Peut-être que les deux sont liés, je sais pas. Je me suis rendu compte aussi que quasiment rien ne fonctionnait auparavant au niveau rétroéclairage, donc j'ai arrangé ça également. Mais le problème qui restait, c'était que je pouvais pas utiliser tout le bloc carburant et température vu que les pivots des aiguilles étaient pourris de rouille, indémontables. Donc j'avais le choix entre pas de température ou pas de niveau de carburant, donc j'ai cherché à bricoler ma jauge de température en corrigeant le différentiel de résistance qui était anormal entre ces trois pôles. Et là, merci à Grégoire pour le coup de main et le don de la résistance variable qui permettait donc d'avoir une indication relativement fiable. C'est de se retrouver en plein milieu. Évidemment, je suis pas fou, hein. J'avais vérifié avec l'autre jauge qu'à température, elle était bien au bon niveau. De puissance et puis maintenant voilà, le voyant s'allumait, donc on va pouvoir traîner notre interrupteur caché. Et oui, le contour aussi il fonctionne plus, je sais pas ce qui se passe. Ça va être bien encore. Et évidemment, le défaut était sporadique et il a été effacé. On saura jamais ce que c'était. Par contre, entre-temps, j'ai trouvé une autre solution pour récupérer une information de température aussi fiable que d'origine, prélevée sur un autre combiné d'instruments Honda de la même époque. Merci à Olivier pour la donation, ça fait plaisir de bosser sur une instrumentation qui soit pas bouffée par la rouille. Le seul problème, ça a été de récupérer les aiguilles d'origine. J'en ai cassé 2 sur les 4 au démontage, mais j'ai réussi, c'est ce qui compte. Ah, je vous avais dit que j'étais retourné au Japon récemment. Vous en faites pas, il y aura un épisode dessus et croyez-moi, ça va valoir le détour. En tout cas, j'avais prévu de remplacer l'assise conducteur qui faisait un peu mal aux fesses au niveau du bord un peu fatigué. Donc j'ai démonté ça sur un siège là-bas et un jour, je le recevrai par la poste. Mais comme c'est pas encore le cas, faudra se contenter des sièges dans leur état actuel. Oula, c'est tout noir. C'est tout noir. C'est tout noir. On voit rien. Ça va avoir des problèmes. Ils font un emballage, c'est ça ce qu'il faut, hein. Franchement, les sièges zèbres, y a que ça de vrai. Je me demande pourquoi y a pas ça dans toutes les voitures. Donc voilà, c'était un petit détour par l'archipel japonais, mais retournons en France pour un dernier challenge, et pas des moindres. Surtout vu les conditions météo, et c'est justement l'ingrédient qui pimentera parfaitement cette journée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été faire un peu de circuit, il a fallu attendre d'avoir la voiture idéale pour y aller. Et oui, si on oublie les 64 chevaux et les 660 cm3, la Beat reste une propulsion moteur central sans aucune assistance et de belles liaisons au sol alors. Pourquoi pas? S'il y avait une foule, elle serait impressionnée par mon bolide. Mais je vais être honnête, c'est pas celle-là que j'avais prévu de faire rouler ici, mais peut-être que le destin a bien fait les choses, on verra.
En tout cas, aujourd'hui, on va pas être gêné par le trafic. On trouve une M2, une Mégane, une 911 et une Caterham, il me semble. Ça fait beaucoup de kilomètres pour si peu de voitures. Tant mieux. C'est finalement une grosse journée d'éprouvage mécanique pour la Honda, puisque le trajet aller seul constitue de loin son plus long trajet depuis de nombreuses années. On a l'impression de rouler dedans. dedans. De l'extérieur, ça doit être terrible à regarder. Mais... Comme elle a réussi cette épreuve, on va maintenant lui faire subir une session nettement plus ardue. Alors là, ça va être intéressant de voir si j'arrive déjà à porter le casque dans la voiture. Ah, c'est pas si mal. Par contre, je vais pas trop parler parce que ça fait de la buée dans mes lunettes, ce qui est pas top. Je crois que mes pneus sont catastrophiques sous la pluie. Il va falloir faire très attention pour pas se planter. J'essaie de l'échauffer quand même, mais vache. J'aurais pas dû acheter ces pneus. Bon, c'est drôle, hein. C'est drôle, mais c'est délicat. Malgré la météo, en tout cas, j'ai pas froid, c'est l'avantage. Autrement, on dirait vraiment une voiture sans permis perdue au milieu d'un circuit. Faut dire que c'est presque ça. C'est kawaii, comme diraient les Japonais, et ça fait presque de la peine à voir. Mais le potentiel d'amusement est là, et l'expérience est très riche en enseignements. Allez, on y retourne avec plus de caméras, et on va insister aussi un peu plus pour se mettre au tas. Je vous laisse aussi profiter de la bande son, parce que l'ambiance y est quand même. Mais à cause des pneus, la limite entre le fun et la peur est assez mince. Prendre ce virage à plus de 90 déjà, pour l'instant j'ai pas encore la foi.
l'enregistrement m'a toujours ravi d'avoir l'occasion d'aligner quelques tours au laquais. D'ailleurs, je me permets de partager mon expérience avec vous puisque jusqu'à présent je croyais que les track days n'étaient plus possibles là-bas. Preuve que non. Par rapport à avant, par contre, il y a bien une différence. Le prérequis pour s'inscrire, c'est d'avoir fait une demi-journée découverte où on peut rouler librement en fin de session, mais durant laquelle on a l'occasion de recevoir un coaching section par section. C'est ce que j'avais fait avec la 605 qui a également fait quelques tours ici. Voilà, cette info partagée, j'aurai peut-être comme ça l'occasion de vous retrouver sur ce tracé, un de ces quatre. Mention spéciale à ce moteur, sinon parce que j'aurais jamais cru qu'un si petit bloc puisse avoir autant de caractère. Vous avez entendu par vous-même son appétence pour les hauts régimes et curieusement, au volant on n'a jamais vraiment l'impression désagréable de se traîner. Pourtant sur circuit et encore plus sur un grand comme celui-là, c'est vraiment quelque chose qui est facile à ressentir avec beaucoup de voitures. Je me souviens de l'avoir eu avec par exemple la 325i, et là non pas vraiment. Vous connaissez donc maintenant la recette secrète du fun ultime en automobile et elle est inattendue. Votre bite, des pneus en bois, une météo de merde, tout y est. Oh, j'ai chaud. Puis la voiture aussi, je pense, mais elle le montre pas. Ouais, c'est l'autre surprise pour moi qui a été habitué à tellement de problèmes de température d'huile avec un autre moteur à l'architecture similaire. Non, cette Honda donne bien l'impression d'une machine qu'on peut matraquer toute la journée sans faiblir. Bref, c'est vraiment pas un bilan que j'aurais cru dresser au sujet de ce modèle au moment d'enchérir dessus au hasard à plusieurs milliers de kilomètres de là. Comme quoi, parfois, faut laisser faire le destin. Eh ben, la bite n'a pas failli, sauf au niveau de la jauge de carburant qui fait sa vie. Voilà, elle avait correctement fonctionné en début de trajet, et puis là, finalement, non. Parce que là, je suis peut-être en train de tomber en panne d'essence, je sais pas. En tout cas, très bonne expérience de nouveau sur le circuit que je connais bien, et c'est pas pour rien que j'y retourne dès que je peux. Donc si vous voulez vous amuser et vous faire un peu peur, c'est un très bon combo. Bref, je vais aller mettre de l'essence et essayer de rentrer, comme ça je pourrais crier victoire. Ah forcément, ça fait un peu de bruit à 100 km/h. Par contre, pour une si petite voiture, elle est d'une stabilité surprenante. Rien d'effrayant à rouler sur l'autoroute avec ça. Ouais. Ça, pendant 4 heures, ça doit quand même être une sacrée épreuve. Je viens de faire le plein. 14 litres. Et j'ai fait presque 170 km avec une grosse session de circuit. Voilà, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'elle a pas démérité. Le slogan était juste finalement. Ils n'ont pas menti, nos amis de chez Honda. Be cheap amusement. Et je me suis bien amusé. Sur la mécanique, vraiment, c'était sympa. Et le pilotage aussi. Et finalement, ça a été que des bonnes surprises cette voiture. Malgré un gros pari au départ sur l'enchère. On aurait très bien pu se retrouver avec une merguez irréparable. Mais voilà, on en arrive à la fin du cycle concernant la Honda Beat. Il y a 2-3 petites choses à corriger, je le ferai en temps voulu, il me manquera des pièces que je recevrai un de ces jours. Mais en attendant, je crois qu'on a fait le tour. Alors je vous dis à la prochaine, avec probablement une cousine. Ciao. Un peu comme dans une certaine série qui se passe autour d'une table ronde.